Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Privatisation, miniaturisation, baisse des coûts, réutilisation, les nouveaux usages bousculent aujourd'hui le secteur spatial, jusqu'alors dominé par une brochette d'acteurs historiques. Dans cette effervescence, de nouveaux acteurs, jeunes et ambitieux, apparaissent dans toute l'Europe, mais le financement suit difficilement cette forte émergence. Alors pour en parler aujourd'hui en plateau avec nous, François Chopard, fondateur de Starburst, le premier incubateur au niveau mondial d'entreprises entièrement dédiées aux startups du secteur de l'aéronautique, de la défense et du spatial. La partie spatiale étant couverte par l'accélérateur Blast, qui a d'ailleurs présenté très récemment les participants lors d'un démo day. Alors à vos côtés, vous avez Charles Becbédé qui est avec nous, président et fondateur du fonds Audacia. Bonjour. Une société de gestion qui détient donc le fonds capital qu'on connaît parce que vous êtes déjà venu en parler sur Smartech, c'est Quanto Nation, qui est dédié aux technologies quantiques, et vous avez également lancé en janvier dernier Géodésique, qui est un fonds entièrement dédié au secteur spatial. Alors bonjour à tous les deux et bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci de nous accueillir. Alors vous êtes là aussi parce que vous êtes des acteurs actifs de cette effervescence, de ce nouvel écosystème qui est en train de croître aujourd'hui autour des startups dans le secteur du spatial. Alors pourquoi, selon vous, ce secteur est prometteur ? Vous l'avez dit, donc réutilisation des matériels, surtout augmentation des capacités grâce au progrès des microprocesseurs. Et surtout entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est Elon Musk un peu qui a montré la voie il y a une dizaine d'années aux États-Unis. On voit que l'entrepreneuriat, l'énergie entrepreneuriale déferle sur l'Europe. Et donc, il y a des dizaines, des centaines d'entrepreneurs, soit des ingénieurs chevronnés qui étaient dans des grands groupes et un peu étatiques de la base industrielle et militaire européenne qui se mettent à leur compte, soit des jeunes qui sortent des grandes écoles d'ingénieurs, et on en a de très nombreuses en Europe, et qui créent leur boîte. Et ça, c'est un phénomène qui est extrêmement puissant. Et pourquoi est-ce qu'ils décident de se mettre à leur compte ? C'est qu'il y a ces nouveaux usages, il y a des constellations qui peuvent se mettre en place, des constellations de satellites. Le nombre de satellites, en fait, moi j'essaye de résumer finalement cette tendance. Actuellement, il doit y avoir 2000, 3000 satellites en orbite. Ça va être multiplié par 100. Et donc, il faut fabriquer des satellites de toute taille. Oui. Il faut fabriquer des fusées. Donc, il y a toute une nouvelle industrie, l'astronautique, la rocketry, dirait Elon Musk, qui, pour envoyer ses satellites en orbite, en basse orbite, et puis les marchands de pelles et pioches de tous ces gens. Donc, il y a une énorme explosion, marché, en fait, un nouveau marché, une nouvelle industrie qui est en train d'éclore. Et qui a besoin de voir de nouveaux acteurs. Et c'est vrai que tu parlais d'Elon Musk, on l'a vu démarrer aux États-Unis, c'est un phénomène énorme là-bas. On a plus d'une trentaine de licornes dans le domaine du spatial, une dizaine de startups qui font des lanceurs, SpaceX étant la plus connue, mais il y en a une dizaine d'autres. Il y a des startups américaines qui veulent développer des stations spatiales privées, des vols commerciaux pour des astronautes privés. On voit effectivement parler de constellations d'observation de la Terre, dans différents régimes pour voir ce qui se passe de manière beaucoup plus précise. Et c'est extrêmement d'actualité en Ukraine. Évidemment. On a des constellations pour la communication, remplacer les communications terrestres par des communications spatiales, le haut débit par des petits satellites. Et puis, une nouvelle tendance qui se développe, qui est le manufacturing in space, donc la fabrication de nouveaux produits dans des stations spatiales. Alors, on parle aussi de la Lune et de Mars, mais c'est quand même un peu plus loin. Tout ça tiré aux États-Unis, on entend bien la commande publique. La NASA et la Space Force ont des carnets de chèques énormes. Et on se dit, en tant qu'Européens et Français, qu'on a des grands groupes qui sont très puissants et par contre, sur le domaine des startups, on est en train de perdre la bataille avec les Américains. Et donc on s'est dit, on veut créer cet écosystème en France. Nous, on a l'historique et on sait comment ça se passe aux États-Unis. Toi, tu as l'historique et une forte compétence d'investissement que nous, on commence à développer avec un fonds américain. Et on veut faire bouger les choses en France et en Europe. Et donc on fait bouger les pouvoirs publics, on discute avec le CNES, on discute avec les grands groupes, la BPI, on discute avec l'Europe et on veut faire émerger des startups. Alors la bonne nouvelle, c'est que depuis qu'on s'y est attelé,
Il y a à peu près 2 ans, on voit une bonne quinzaine de startups émerger. Mais en fait, on peut aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, si on fait le compte, on peut quasiment compter les fonds qui existent en Europe sur les doigts de la main. C'est-à-dire qu'il y en a en Allemagne, en Italie. Oui, on va en avoir un par grande nation européenne. Ça fait pas beaucoup. Alors, Et souvent, en plus, ce sont des fonds de petite taille, c'est-à-dire inférieurs à 100 millions d'euros. Donc, ce n'est pas du tout suffisant par rapport au marché qu'on vient d'évoquer. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on voit bien qu'il va falloir créer des grands fonds dédiés au new space, plus généralement à l'aérospace et à la défense, et à toutes ces applications. en France, on a Calista, Cosmic Capital, qui s'est créé il y a quelques mois, qui est donc financé par BPI France, le CNES et la société Carista, précisément. Et puis il y a Géodésique. Voilà. Donc Cosmic Capital, c'était 30 millions. C'est quoi votre ambition? Nous, Géodésique, on était parti sur un fonds de 50 à 80 millions d'euros. Mais franchement, je pense que ce n'est pas suffisant. Donc, bon, vous l'avez compris. On réfléchit ensemble à faire un fonds de taille bien plus élevée, de plusieurs centaines de millions d'euros. Qui serait créé aux États-Unis? Non. Alors, c'est un fonds français, européen. Il faut savoir que quand on veut développer une fusée, entre le moment où la start-up se crée et le premier lancement en orbite, il faut à peu près 100 millions. On a investi dans des start-up américaines qui essayent de faire ça pour moins, ça ne marche pas. Donc une start-up, pour un petit lanceur, c'est 100 millions. Si on veut y arriver, il faut en financer plusieurs, donc c'est plusieurs centaines de millions. Effectivement, les pouvoirs publics sont là, mais il faut de l'argent privé, il faut des initiatives d'entrepreneurs. La BPI, le CNES ne peuvent pas tout faire, ni le ministère de l'Industrie ou la DGE. Donc il faut des entrepreneurs qui ont l'habitude du secteur de manier des grosses sommes, de créer des licornes ou des grosses entreprises pour s'attaquer au secteur spatial. Donc l'idée, c'est que Starburst et Audacia s'allient pour créer un fonds encore plus important? Oui, d'au moins 300 millions d'euros, absolument. Et Géodésique va devenir le feeder de ce fonds. Donc, puisqu'on a déjà commencé à lever des capitaux et on a déjà commencé à en déployer une partie, et on est déjà actionnaire de plusieurs entreprises du secteur. Et ça va être en avance de phase du fonds dont le first closing, pour prendre des termes du secteur, interviendra plus tard dans l'année. On a ce feeder géodésique qui nous permet de commencer à travailler. C'est quand même, et parce que il y a une vraie accélération, on ne peut pas se permettre d'attendre 12-18 mois que le fonds soit complètement opérationnel avant de commencer à déployer les capitaux. Et combiné à Géodésique, Starburst a monté un programme qui s'appelle Blast, avec la BPI, avec Polytechnique, avec l'ONERA, avec Audacia. On a investi l'année dernière dans 12 startups, dont 2 startups de fusée. Venture Orbital System. Voilà, Hyperspace. On est en train de regarder pour en accompagner d'autres, des constellations de satellites. Donc tout ça combiné, ça a beaucoup de sens. Et puis quand on regarde, et puis il faut aller vite, ne serait-ce qu'en France, parce qu'on voit qu'en Allemagne, ils ont déjà 2 ou 3 startups de fusée extrêmement bien financées. Nous, on est en retard. Comme Isar Aerospace, par exemple. Isar, RFA, et puis il y en a une autre, il y en a en Espagne qui sont bien financés. Donc, dans le pays qui a développé Diamant, puis Ariane 3, 4, 5, 6, on se doit d'avoir plus d'initiatives privées et plus de financement privé. Alors, comment on attire ce financement privé? Est-ce que les investisseurs en Europe sont frileux? Écoutez, c'est vrai qu'on parle d'un horizon d'investissement qui est au moins 10-12 ans. Ben oui, ça fait peur. C'est de la deep tech, mais en même temps, c'est absolument passionnant et il y a de l'argent, il y a des business angels, il y a des family office qui sont prêts à jouer le jeu et on le voit déjà dans Géodésique, on a déjà des investisseurs et on est en train de réaliser une augmentation de capital. Et puis ensuite, après, il y a les grands investisseurs institutionnels européens, donc la BPI, le FEI, le Fonds européen d'investissement, les grands gestionnaires de capitaux, donc nos mutuelles d'assurance et les fonds de retraite, et les industriels aussi, les industriels du secteur, au sens large, qui sont prêts à accompagner les régions. Donc, écoutez, oui, les planètes s'alignent. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une initiative qui a été annoncée par la Commission européenne, c'est une enveloppe, le nom de code, je crois que c'est Cassini, qui a été voté, décidé pour être alloué
Thierry Breton. Notamment, alors pour de l'investissement en direct, mais aussi à travers des fonds. Donc ça va être géré par le FEI. Il y a eu, au sein de France 2030, une enveloppe aussi de 1,8 milliard qui a été décidée par les pouvoirs publics, donc les dédiée deux au tiers spatial. devraient être destinés au New Space. Seront destinés. Mais c'est important. Oui, mais ça, on parle d'aide d'État et on a besoin quand même de personnes qui apportent de l'argent. Il ne faut pas se tromper de bataille. Aux États-Unis, puisque c'est quand même la référence, 2/3 des financements viennent de l'État. Encore une fois, on l'a noté, la NASA, 20 milliards de budget, et ça augmente par an. La Space Force, 40 milliards de budget. Et SpaceX, certes, lève des capitaux privés, mais encore une fois, 2/3 viennent de l'État. Oui. SpaceX ne serait pas SpaceX sans la NASA et sans les projets bien sûr. Qui ont été fournis par la NASA. Et donc l'État a un rôle à jouer. On a de la chance d'avoir notre président Bruno Le Maire et les différents ministres qui ont lancé France 2030 avec un volet spatial très fort. On parle d'1,5 milliard. Les 2/3, donc en gros 1,1 milliard, 1,2 milliard pour les startups, sous forme d'appel à projets, d'appel d'offres, d'investissement direct et puis d'investissement dans des fonds. On se veut être l'acteur privé et au final, ce qui est important, c'est que pour faire venir ces mutuelles et ces family office, il faut de la confiance. Il faut instaurer une confiance dans ce secteur et dans la capacité de ces entrepreneurs à faire grossir leur boîte et à réussir. La confiance, on s'associe. Ouais. On a là, avec François et ses équipes, Starburst, le leader mondial de l'incubation et de l'accélération de start-up de l'aérospatiale. Et puis on a Audacia. Et Audacia, c'est une entreprise de private equity qui existe depuis une quinzaine d'années, qui a fait ses preuves, qui est dans plusieurs domaines. Donc on va de l'immobilier au capital développement jusqu'au venture. Et en venture, on est spécialisé sur le financement des innovations technologiques de rupture. Donc avec le fonds Cantonation, qui a de très bonnes performances, je crois qu'on a montré que c'était important d'investir dans les technologies quantiques. On est le premier fonds mondial dédié à cette nouvelle technologie, à cette révolution technologique. Et donc sur le New Space, eh bien, nous avons capitalisé finalement sur cette crédibilité de Cantonation et des équipes d'Audacia sur le financement technologique. Et ce qui est important, c'est qu'une start-up, elle démarre, mais elle en a pour 15 ans. Et donc, il faut s'assurer qu'on prévoit bien tous les éléments de la chaîne de financement, de l'amorçage à la série A, B, C, l'introduction en bourse avec des SPAC. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on a encore le temps de rattraper les États-Unis, la Chine, l'Inde? Il est jamais trop tard. On le voit. Hein. Si on regarde aux États-Unis, ils avancent très fort. SpaceX est leader, mais derrière, il n'y a encore personne. Ils ont une quinzaine de startups. Il y a Blue Origin qui avance quand même assez bien. Oui, mais Blue Origin, ils n'ont pas lancé. Ils n'ont pas encore livré leur moteur. Rocket Lab, c'est une fusée qui fait 150 kg de poussée. Ils sont obligés d'en redévelopper une nouvelle parce que la première ne suffit pas ou ne répond pas au marché. Donc, au final, et puis on a vu Astra qui a du mal, Firefly qui a du mal. Donc au final, on est un peu en retard, mais pas tant que ça. Ouais. Alors on parle de toutes ces questions de financement. Comment aider cet écosystème à grossir? On comprend qu'il faudra une grosse participation de l'État, de l'argent, de la crédibilité. Mais on a un conflit qui a éclaté en Ukraine avec un acteur du secteur spatial européen extrêmement fort. C'est la Russie avec Roscosmos. Est-ce que c'est en train de rebattre les cartes? Est-ce que la question de la croissance de ce nouvel écosystème peut être mise en péril ou alors au contraire accélérée? Non, je trouve que c'est une énorme opportunité dans le sens où on a un acteur quelque part qui est en train de disparaître. Qui avait des technologies, qui faisait de la petite propulsion, des lanceurs à bas coût, fiables. À nous de prendre le relais et de reconstruire cette industrie en France et en Europe. Donc ça laisse un champ d'opportunité. Que ce soit les Européens ou les Américains ne peuvent plus compter sur cet acteur-là. Et donc il faut recréer une supply chain, recréer des acteurs. C'est une opportunité extraordinaire. C'est une opportunité. Alors c'est vrai qu'à court terme, ça déstabilise un petit peu toute la filière parce que les Antonov qui dans la base étaient en Ukraine ne vont plus être disponibles. Encore que j'en ai vu un sur une base aérienne en Roumanie. Il y en a qui ils ne sont pas tous saisis par les Russes. Évidemment, l'entreprise Yuzhnoye qui fait des moteurs de fusées, là, on ne va pas pouvoir compter dessus. Mais donc,
des petits impacts à court terme sur la filière, mais en fait, ça va pousser encore plus les Européens à se prendre en main et à développer leurs entreprises, leurs solutions. Et donc c'est très bon pour la thèse du fond. Et les investisseurs ne vont pas être effrayés dans l'histoire ? Ce qui est incroyable, non, au contraire. Si on regarde les États-Unis, c'est que 3 ans auparavant, SpaceX n'avait pas Crew Dragon et n'avait pas la capsule n'avait pas son autonomie. Et donc les Américains n'auraient jamais pu imposer des sanctions à la Russie. Non, parce que ça faisait 10 ans qu'ils volaient avec Soyuz. Et puisque c'est trop dépendant des Russes. Donc les Américains peuvent dire merci à Elon Musk de leur avoir fourni cette souveraineté et supériorité. On veut faire la même chose. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans votre accélérateur et dans votre fonds, même s'il faut préciser que ce n'est pas encore tout à fait lancé, donc vous les accompagnez par Anticipation et Codacia, on a de tout. C'est-à-dire qu'on a du tourisme spatial, la propulsion hydrogène, du mapping de débris dans l'espace. Est-ce qu'il y a je ne peux pas appeler ça des secteurs, mais est-ce qu'il y a une de ces spécialités qui provoque plus d'appétence du côté des investisseurs que les autres ? Je crois qu'il est trop tôt pour se dire, voilà, on va investir dans telle niche, telle partie du marché. Il y a un vrai bouillonnement. Il y a c'est donc cette multiplication énorme du nombre de satellites en orbite. Donc, il faut les fabriquer, il faut des lanceurs. Il y a besoin aussi d'opérateurs de données satellites, parce que donc, ces satellites, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils vont observer la Terre, ils vont permettre une géolocalisation beaucoup plus précise, ils vont permettre de mettre en place des réseaux beaucoup de haut débit et de télécommunications beaucoup plus performants. Et donc, il faut aussi des opérateurs au sol qui vont exploiter ces données, bien sûr. Donc, alors, il y a donc ce qu'on appelle le downstream, et puis ensuite, il y a aussi les services en orbite, la fabrication en microgravité. Vous savez qu'il y a, par exemple, des fibres optiques si elles sont faites au fluor et non pas au silice, mais sont beaucoup plus performantes. Le problème, c'est que, et c'est une solution, c'est que peut-être elles sont mieux fabriquées en microgravité. Oui. Donc, et donc, par exemple, dans les laboratoires, l'industrie microgravité commence à être, ce n'est plus un fantasme ou un truc de science-fiction, ça commence à être une réalité. Et puis si on regarde un peu dans le futur en Europe, c'est-à-dire dans le passé aux États-Unis, on voit sur les 30 licornes américaines de l'aérospace, il y en a autant dans le domaine purement spatial avec des lanceurs et des constellations de satellites, mais on a une licorne qui développe une station spatiale privée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les modules sont fabriqués en Europe par Thales. Et l'autre moitié des licornes, c'est de mettre plutôt de l'aviation, où on va retrouver des plateformes plus ou moins grosses, des drones, on parlait de taxis volants, des avions supersoniques, des avions régionaux, de la motorisation hybride hydrogène. L'hydrogène prend une grosse part, mais on voit bien que quand on parle d'aérospace, il y a aéronautique et spatial, un peu au même poids. On peut comparer ça, puisque vous êtes spécialisé dans l'aéronautique chez Starburst. Est-ce qu'on peut comparer le développement du secteur spatial à celui de l'aéronautique ? On peut le comparer, c'est deux éléments indépendants, mais qui avancent de manière étrange à la même vitesse. D'accord. Voilà, on reparle aussi bien de l'avion supersonique et de la renaissance du Concorde que de vol habité, que d'avoir 10 000 personnes dans l'espace, que de prendre des taxis volants pour aller de Paris à Charles de Gaulle. C'est vrai qu'on pourrait comparer ça au tourisme spatial, par exemple. Oui, alors le tour spatial, on en a beaucoup parlé avec Virgin Galactic et Richard Branson. Bon, en ce moment, ça fait un peu plouf, parce que leur véhicule n'est pas prêt. Mais Blue Origin s'y met. SpaceX vend quelque part du tourisme spatial. Ça reste quand même une niche. C'est vrai que ça fait rêver. Il y a des entrepreneurs en France. Nicolas Gomme, par exemple, était sur le plateau Smart Space il y a quelques semaines, qui misent sur le tourisme spatial. On est dans Zefalto. Donc, c'est des ballons à hélium qui permettent une expérience quasi spatiale à une trentaine de kilomètres d'altitude. Donc, pour moi, ça reste une niche. Ça reste une niche, oui. Voilà. Une niche, mais ambitieuse quand même. Et qui aura son marché. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Space aujourd'hui pour parler de l'avenir de cet écosystème extrêmement riche qui est en train d'éclore en France et dans toute l'Europe aujourd'hui. Merci à vous, Charles Becbédé. Je rappelle que vous êtes président fondateur d'Audacia.
une société de gestion. Donc vous avez Quantonation et aujourd'hui Geodesic qui va porter ces startups du secteur spatial. Avec vous, François Chopard était là, fondateur de Starburst. Alors je conclus quand même, donc on peut s'attendre à une association Starburst Audacia pour voir éclore un nouveau fonds dédié aux startups du spatial. On reviendra vous en parler. Vous reviendrez nous donner les détails sur le plateau Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui dans Smart Space. On se retrouve dès lundi sur Bismart pour votre édition Smart Tech et la fin de la semaine, comme toutes les semaines, sur Bismart pour Smart Space, pour votre rendez-vous hebdomadaire, le seul rendez-vous télé hebdomadaire sur le secteur spatial. À très vite.